Bonsoir, bienvenue à notre rencontre littéraire qui se passe encore une fois en Zoom pour le public, mais en présentiel dans la grande salle, salle Alfred Grosser à la Maison Heinrich Heine, où nous sommes réunis autour de l'auteur qui est notre invité d'honneur ce soir, Paula Fürstenberg, et avec à côté Katia Petrovic qui va animer la soirée ce soir, poser des questions, présenter l'auteur. Et je pense que Stéphanie Lux, la traductrice du roman de Paula Fürstenberg, nous est connectée depuis Berlin. Je suis très heureuse de pouvoir organiser cette soirée en présentiel, en hybride, et puis de vous avoir avec nous, Paula Fürstenberg, parce que c'est pas si évident que ça de venir depuis Berlin à Paris dans ces temps un peu compliqués. Mais je pense pour un échange, c'est beaucoup mieux. Et c'est pour ça que même s'il n'y a pas de public, ou presque pas, c'est quelques personnes dans le public ne sont pas un vrai public, mais on sait que devant les écrans, il y a quand même des intéressés, un public intéressé par votre livre. Nous allons présenter ce soir votre premier roman qui s'appelle en allemand Familie der geflügelten Tiger et qui a été traduit, d'ailleurs paru en 2018, et qui a été traduit par Stéphanie Lux, que je salue depuis Paris et que je remercie d'être avec nous ce soir depuis Berlin, qui a été traduit par Stéphanie Lux avec le titre en français « La famille du tigre ailé », le roman qui est paru aux Actes Sud, et ça c'est comme d'habitude, très belle édition française. Et puis, c'est vraiment rare d'avoir un auteur qui puisse parler en français avec nous. Ça, c'est vraiment exceptionnel. Pas de traduction simultanée nécessaire. Mais pourquoi c'est comme ça? Je pense qu'on va tout apprendre par Katia Petrovic. En tout cas, c'est un livre très intéressant, votre premier roman. Et vous avez commencé très tôt, en fait, à travailler sur des textes littéraires, à vous intéresser à la littérature. Je pense que vous aviez 24 ans, si j'ai bien compté. Vous aviez 24 ans quand vous avez commencé à écrire des textes, etc. Oui. En tout cas, un livre intéressant, et je vais juste peut-être, pour lancer un peu le débat autour du contenu, je vais citer ces quelques phrases qui sont sur la 4e de couverture, et ça dans la version allemande que française. Comment vivre et se construire quand on ne connaît pas son passé et que le pays dans lequel on a grandi a disparu? Et comment y remédier si dans une famille, il n'y a pas de vérité, il n'y a que des histoires? Des phrases qui, je pense, introduisent tout de suite dans la thématique de ce premier roman qui a des traits autobiographiques. Et je passe maintenant la parole à Katia Petrovic qui va mener la discussion et va nous présenter plus en détail l'auteur ici présente à Paris à la salle Alfred Grosser et puis aussi qui va nous conduire pendant cette soirée. Merci beaucoup d'être venu et merci d'être là devant les écrans et les quelques personnes dans la salle. Merci beaucoup, Christiane Deussen, pour cette petite introduction. Merci beaucoup à Paula Fürstenberg d'être venue en chair et en os de Berlin, d'être venue à Paris. Merci Stéphanie Lux d'être là aussi. C'est un grand plaisir, en fait, de vous voir toutes les deux réunies, si je peux dire. Pour cette discussion. Justement, Christiane Deussen a tout de suite lancé la discussion, enfin annoncer le sujet dont on va parler aujourd'hui, mais je vais d'abord vous présenter un tout petit peu. Donc, Paula Fürstenberg, tu es née en 87 à Potsdam, où tu as grandi aussi. Et donc, tu avais 2 ans lorsque le mur de Berlin est tombé. Oui. Voilà.
Et donc tu fais donc partie de la fameuse génération des Nachwendekinder, comme on dit maintenant, donc cette génération qui est née autour de la chute du mur, soit un peu avant, soit un peu après. Et donc vous avez cette expérience commune d'être né dans un pays qui n'existe plus, avec des parents évidemment qui ont aujourd'hui autour de la cinquantaine, qui a très bien connu en fait la RDA, qui a été socialisée en fait par le système en RDA, par le communisme. Et donc vous avez besoin en quelque sorte de leurs souvenirs, de leurs récits pour vous construire en fait un passé, pour savoir ce que c'est la RDA, ce qui n'est pas évident, j'imagine. On en a beaucoup parlé aussi déjà avec Johannes Nichelmann qui a écrit un récit très intéressant qui s'appelle Nachwendekinder. Il a été aussi à la maison Heinrich Heine, on a discuté avec lui, avec des étudiants venant de l'Allemagne de l'Est et de l'Allemagne de l'Ouest, en fait, à peu près tous de la même génération. La soirée est enregistrée d'ailleurs. Avant que je l'oublie, cette soirée aussi, elle sera enregistrée et retransmise après sur YouTube. Et vous pouvez, cher public, même si je ne vous vois pas, en fait, à la fin de la manifestation, poser des questions, soit via le chat, je pense que vous connaissez la procédure, soit vous allumez vos micros et votre caméra pour que je puisse vous voir, pour que nous puissions vous voir en train de poser les questions. Si jamais vous ne voulez pas être filmé, c'est important de nous le signaler. Vous pouvez soit ne pas mettre votre image, soit on vous coupera en fait après au montage pour être sûr que sur YouTube on ne vous voit pas. Voilà, c'est important au niveau des droits de l'image, c'est pour ça que je suis obligée de le dire. Donc, Paula Fürstenberg, pour revenir justement à cette question du début, comment toi tu as vécu en fait cette expérience d'être née dans un pays qui n'existe plus? Tout d'abord, c'est une expérience que je n'ai pas faite. Enfin, je n'ai pas de souvenir de la RDA, je me souviens d'absolument rien. Donc, c'est quelque chose qui est devenu important, en fait, quand j'ai quitté la région où j'ai grandi. Tant que je grandissais à Potsdam, c'était normal, tout le monde autour de moi avait des familles de l'Est et ça faisait partie des histoires familiales. Et je me suis rendu compte que ça pourrait être quelque chose qui joue un rôle pour moi quand je suis allée en France, en fait, après le bac. Quand j'ai commencé à... Oui, on m'entend mieux comme ça? D'accord, merci. C'est en fait que des amis ont commencé à poser des questions sur la RDA, sur ma famille, sur les parents, et je me suis rendu compte qu'il y a certaines choses qui sont différentes entre moi et des personnes qui ont grandi à l'Ouest. Et c'est juste là que je me suis rendu compte que ça pourrait être un sujet dont il faut parler. D'accord. Oui, c'est souvent en fait en vivant à l'étranger qu'on se rend compte de ce genre de choses. Et c'est d'ailleurs parce que Paula a habité à Bordeaux pendant 2 ans que nous pouvons parler en français. Stéphanie Lux, toi tu es née en France, tu habites à Berlin depuis bien longtemps. En fait, c'est suite à ta participation à un programme pour jeunes traducteurs littéraires, Georges Arthur Goldschmidt, que tu t'es installée à Berlin pour travailler en tant que traductrice littéraire. Donc ça fait longtemps. Depuis, tu traduis régulièrement, très régulièrement pour les éditions Actes Sud notamment et Jacqueline Chambon. Tu as traduit des auteurs comme Clemens Setz, Michael Köhlmeier, Annette Hess aussi. Et Christine Wunicke, bien sûr, et tu as reçu le prix Nerval Goethe pour la traduction de Cathy de Christine Wunicke. Voilà. Christine Wunicke, en fait, tu l'avais découvert, je pense, en travaillant dans une librairie. De temps en temps, tu travailles dans une librairie, et si j'ai bien compris, c'est tes collègues, en fait, qui ont dit « Tiens, ça, c'est un livre qui pourrait t'intéresser ». Comment est-ce que tu as découvert Paula Fürstenberg ? Alors, bonsoir, j'ai découvert Paola grâce à une amie commune qui vit à Berlin aussi, une amie française, Aurélie Morin, que vous connaissez bien, qui
qui connaissait Paola personnellement, qui avait lu son livre et qui m'a conseillé de le lire en fait en me disant que ça m'intéresserait certainement pour le traduire et elle a eu raison. Parfait, quand ça marche comme ça, donc c'est toi qui l'as proposé à Actes Sud et après ils Oui, étaient c'est d'accord moi qui pour... l'ai proposé. C'est ça. D'accord. En fait, moi, qui suis française, j'ai été Erasmus à Leipzig 10 ans après la chute du mur. Et j'y suis restée 3 ans en fait. Et j'ai vraiment un attachement à cette ville et puis à l'histoire de la RDA aussi un peu. Donc ces thèmes me touchaient beaucoup. D'ailleurs aujourd'hui, je vis un peu dans le décor du roman de Paula en fait, presque sur une des lignes de tram qu'elle conduit dans Berlin. Oui, justement. Le personnage principal est apprenti pour devenir conductrice de tramway. Donc voilà. Justement, on en a beaucoup parlé en fait des 30 ans de la chute du mur qu'on a fêté il n'y a pas très longtemps, et on commence justement à voir aussi un petit peu la question de la réunification autrement, et justement on entend maintenant beaucoup les récits des Nachwendekinder et justement cette difficile quête d'identité. Dans le livre dont on va parler ce soir, donc Familie der geflügelten Tiger, il y a une double quête d'identité. En fait, elle est doublement compliquée, je veux dire, parce que Johanna, elle est née également en 87, donc elle a 2 ans lorsque le mur tombe. Et elle grandit seule avec sa mère parce que son père a disparu en fait en 89 sans donner aucune explication à la famille. Donc non seulement elle ne connaît pas le pays dans lequel elle est née, mais elle ne connaît pas son père. Il s'appelle Jens, ce père, il est ancien musicien et ferronnier. Elle ne sait pas beaucoup plus en fait sur lui parce que après avoir disparu, il a juste écrit une seule carte postale que la mère a affichée en fait chez elle avec quelques mots complètement insignifiants. Et évidemment, Johanna, elle est assez en colère en fait contre ce père qui a juste disparu. Et dans ce livre, évidemment, il y a beaucoup de questions que Johanna se pose par rapport à tout ça. Il y a plusieurs versions, en fait, de la disparition de ce père, plusieurs versions qui se contredisent, évidemment, et donc c'est d'autant plus difficile pour elle de savoir quelle est vraiment son histoire et comment se positionner par rapport à cette histoire. D'où l'idée, en fait, de dédoubler justement cette quête d'identité, de se dire, tiens, je rajoute en fait ce père qui disparaît. Très bonne question, je ne me souviens pas très bien. Je crois qu'au début de l'écriture se trouvait la dernière scène du livre, pas l'épilogue, mais la dernière scène de l'histoire. C'était la première que j'ai écrite. Johanna, la protagoniste, se trouve avec l'urne de son père sur un banc et réfléchit à quoi faire. C'était la première chose que j'ai écrite. Et donc, tout d'abord, il y avait une fille avec un père mort dans les mains. C'était la première chose qui m'a occupée, et tout le reste est venu après. En fait, quand je commence à écrire, je ne sais pas toujours très bien ce qui est le centre du texte. Il y a une scène, il y a la protagoniste, il y a des phrases, des mots, de l'atmosphère, mais je ne sais pas en fait de quoi il s'agit. C'est quelque chose qui vient assez tard. Qu'à un moment donné, je suis là, ah tiens, ce livre a pour centre la question, ce qui reste de la RDA, c'est quelque chose qui revient dans toutes les scènes, mais c'est quelque chose que je ne sais pas au début de l'écriture. C'est toujours fascinant en fait à imaginer en fait pour quelqu'un qui n'écrit pas comment naît en fait une histoire qui en plus devient de plus en plus complexe en fait évidemment. Alors je vous propose de commencer vite avec une lecture en français. C'est Stéphanie Lux qui va lire en fait un extrait du début du livre. Comme ça en fait tout le monde sait mieux qui est cette Johanna, sa mère et de quoi on parlera par la suite. Très bien. Alors, c'est un extrait du premier chapitre. Johanna, qui vient de s'installer à Berlin, rentre chez sa mère, elle lui rend visite.
et il y a un message pour elle sur le répondeur. Je vais dans l'entrée où le téléphone est posé sur le meuble à chaussures et j'appuie sur la touche du répondeur. Vous êtes bien chez Astrid et Johanna Haller, dit la voix de ma mère, mais nous ne sommes pas là pour le moment. Elle n'a pas changé l'annonce. C'est comme si j'habitais encore ici. Le message a été laissé avant-hier à 16h23. Bonjour, c'est Jens, dit une voix d'homme avant de se racler la gorge. Je mets plusieurs secondes à associer ce prénom à mon père. Sa voix est moins assurée que je l'imaginais. J'appelle peut-être à cause de la vue de ma fenêtre, dit la voix. Je vois le mur, ce qui n'est pas exceptionnel en soi, mais je le vois de l'autre côté. C'est quand même absurde de voir le mur de l'autre côté dans une situation pareille. Ça ne répond pas chez vous. Il est vraiment différent vu d'ici. On dirait un vrai mur. Certains mots disparaissent ces derniers temps. Vous avez remarqué? Mais j'ai des oiseaux sur le bord de la fenêtre. Silence. Puis, la petite n'a qu'à me rappeler à l'occasion. Le répondeur me propose d'effacer le message, d'enregistrer le message ou de rappeler mon correspondant en appuyant au choix sur les touches 1, 2 ou 3. Si on me donnait une explication du message en appuyant sur la touche 4, c'est ce que je ferais. Le répondeur ne m'offrant pas cette possibilité, je n'appuie sur rien et il décide d'enregistrer le message. Je reste un moment à fixer le téléphone. Dans un premier temps, je doute que cette voix soit vraiment celle de Jens. Il me paraît quand même assez improbable qu'il reste 19 ans sans donner de nouvelles pour appeler avant-hier à 16h23 et laisser un message sans queue ni tête, une histoire de murs et d'oiseaux. Mais manifestement, Jens n'a que faire des probabilités. Et plus manifestement encore, ma mère a raison quand elle dit qu'il est cinglé. Son père vit à l'ouest, me disait-elle, quand petite je lui demandais si moi aussi j'avais un papa comme les autres enfants. L'ouest, ça semblait infiniment loin, et mes romans d'indiens qui avaient tous pour décor le Far West confirmaient ce soupçon, car il y poussait des cactus géants. Quelle déception le jour où j'ai compris que l'ouest où se trouvait mon père n'était pas cet ouest-là, qu'il n'y poussait pas de cactus géants, qu'il n'était même pas sur un autre continent. J'ai été déçue une nouvelle fois en apprenant que cet ouest sans cactus était accessible depuis bien longtemps. Ma mère m'avait raconté que mon père était passé de l'autre côté le 4 octobre 1989 pour devenir un rocker célèbre. Pourquoi n'est-il jamais venu nous voir après la chute du mur? Ai-je demandé à ma mère par la suite, puisqu'on avait ouvert la frontière à peine 5 semaines après son départ. Quand on prend une telle décision, on ne peut plus revenir en arrière, m'a répondu ma mère, et ça m'a semblé logique. J'arrête de fixer le téléphone et regarde les cartes postales sur le mur d'en face. Je cherche celle du chameau dans le désert. Jens l'a envoyée à ma mère 6 mois après sa disparition. Le cachet de la poste indique le 3 ou le 8 avril 1990. C'est un peu flou. Je connais par cœur les quelques mots au verso, mais j'ôte tout de même la punaise et prends la carte postale. Le papier peint est un peu plus clair dessous. Je lis l'écriture maladroite. Chère Astrid, à Berlin, il y a plus de chiens errants que de gens, tu devrais voir ça. À plus, Jens. Il ne donnait aucune adresse, aucun numéro de téléphone, comme cette fois d'ailleurs sur le répondeur. Je tiens la carte postale à contre-jour comme si ça pouvait faire apparaître d'autres lignes qui m'auraient échappé jusqu'alors. Je me demande s'il n'est pas temps de voir cette carte pour ce qu'elle est, un affront qui mérite qu'on la déchire en petits morceaux et qu'on la jette à la poubelle, mais certainement pas qu'on l'accroche dans l'entrée. Puis je me dis que ça lui donnerait trop de pouvoir. Tant qu'elle est sur ce mur, c'est une carte postale comme les autres et c'est très bien comme ça. Et puis je l'aime bien, ce chameau, comme j'aime tous les animaux que ma mère ne peut pas recueillir dans l'Uckermark. Adolescente, j'ai ainsi eu une période poisson. Je remets la carte postale bien à sa place pour masquer le rectangle clair sur la tapisserie. Je retourne dans la salle de bain, me rassieds sur l'abattant des toilettes. Ma mère est toujours dans la baignoire, mais celle-ci est presque vide. Alors, demande-t-elle. Alors quoi? Tu vas le rappeler? J'entends le dernier filet d'eau gargouiller dans la bonde, puis plus rien. Des îlots de mousse collent au corps de ma mère et je vois les poils se dresser sur ses jambes. Elle a froid. Je m'en suis toujours sortie sans père, je ne vois pas pourquoi il m'en faudrait un maintenant. Je ne m'en suis pas trop mal tirée sans père, dis-je. Ma mère rit et de petites bulles de mousse explosent au-dessus de sa cicatrice. Elle ouvre le robinet, se rince. Je suis l'unique cicatrice sur le corps de ma mère.
Je me dis que j'aurais bien aimé en laisser une à mon père aussi quand j'étais petite. Je sais que j'ai eu les oreillons à 2 ans et j'imagine mon père courant à la pharmacie, tombant et heurtant le bord du trottoir avec son genou, jean déchiré, au moins 5 points de suture. L'air est chaud et humide dans la salle de bain. Ma mère sort de la baignoire, me sourit, la cicatrice disparaît sous son peignoir. Je me lève et retourne dans l'entrée voir l'historique des appels sur le téléphone. Je passe quelques noms et numéros, dont un avec l'indicatif de Berlin, certainement mon nouveau numéro de fixe que je ne connais toujours pas par cœur. Ma mère ne l'a pas enregistré, comme si mon départ pour Berlin n'était que provisoire. Je trouve le numéro qui a appelé avant-hier à 16h23. Je prends mon portable et l'entre dans mes contacts. J'appuie sur enregistrer numéro, j'écris papa, j'efface. J'écris père, je fixe les 4 lettres pendant un moment, je prononce le mot plusieurs fois à haute voix jusqu'à ce qu'il n'ait plus de sens, puis j'efface. J'écris Jens et appuie sur OK. Merci beaucoup. Ouais, on imagine l'émotion en fait de Johanna, 20 ans après, en fait, tout d'un coup un message de son père. Elle ne le rappelle pas tout de suite. Il y a, en fait, après une scène qui suit que je trouvais très touchante. En fait, on la voit conduire en fait le tram. En fait, elle est avec son formateur. Et elle n'arrive pas du tout en fait à se concentrer. Elle grille des feux rouges. Elle imagine en fait Jens, ce grand absent, un peu partout, comme c'est souvent le cas, les grands absents qui finalement sont très 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 présents, d'autant plus présents. Et finalement, elle décide quand même de l'appeler et elle tombe sur Antonia. Qui est donc cette Antonia? Antonia, c'est la demi-sœur de la protagoniste. Elle savait toujours qu'il y a une demi-sœur quelque part, mais les deux ne se connaissaient pas du tout. Et elle rappelle Jens donc et va apprendre à connaître cette demi-sœur qui est la première à raconter une autre histoire de la disparition du père que sa mère lui a toujours racontée. Voilà, sa mère donc qui lui a dit... Il est parti parce qu'il voulait il voulait devenir rockstar, c'est ça? On apprend en fait que Jens, il a joué dans un groupe qui s'appelait Die Geringelten Strümpfe. C'est un peu ridicule. Ça n'a pas l'air très subversif. Je ne sais pas comment tu l'as traduit, Stéphanie, en français. Les chaussettes rayées. Les chaussettes rayées. Les chaussettes rayées. Oui. Et voilà, donc ça c'est évidemment une version. Il a quitté la famille pour faire carrière. Et Antonia lui dit... Oui, la sœur, donc, elle dit que Jens, il a disparu parce qu'il a été arrêté par la Stasi. Donc une histoire complètement différente, mais aussi une histoire liée à l'histoire allemande. Tout à fait. C'est vrai que ça pourrait être plausible parce qu'il a écrit des textes un peu subversifs apparemment. Il voulait critiquer justement le fait qu'on n'avait pas le droit de dire ce qu'on pensait, en fait, qu'on était en RDA. Donc ça aurait très bien pu être le cas qu'on l'arrête à la frontière ou qu'il soit en fait poursuivi par la Stasi. Le problème, pour notamment Johanna, c'est qu'elle ne peut pas vraiment demander à Jens qu'elle a enfin retrouvé ce qui s'est passé parce que Jens, il a un cancer. C'est un grand classique en fait en littérature, c'est lui à qui on veut poser 150 000 questions, perd la langue et ne peut plus parler. Et donc voilà, Johanna, elle est obligée, encore une fois, de composer avec les différentes versions de l'histoire qu'on lui raconte. Ce que je trouvais très intéressant, c'est de voir en fait à quel point les deux sœurs ont un peu quand même le même dessin en fait. Antonia aussi, elle n'a pas vraiment connu Jens parce qu'il n'a pas vécu ni avec la famille de Johanna ni avec la famille d'Antonia, mais elle a un tout autre comportement que Johanna. En fait, c'est vraiment le contraire. Oui, c'est quelque chose que j'observe aussi dans ma génération. Il y a ceux et celles qui sont beaucoup attachés ou liés ou qui ont un rapport à l'histoire de la RDA et il y en a d'autres qui disent que pour eux, ça joue aucun rôle. Il y a un peu toujours aussi dans ma génération jusqu'aujourd'hui
ces deux comportements vis-à-vis l'histoire allemande. C'est vrai aussi qu'on en avait parlé avec Johannes Nichelmann, c'est un peu noir et blanc en fait, hein, l'histoire qu'on raconte. Soit c'est un peu les cartes postales, toute la famille au bord du lac, justement en RDA on vivait quand même très bien. Ou sinon, en fait, c'est tout de suite les prisons de la Stasi. En fait, entre les deux, il n'y a pas grand-chose en fait par rapport à quoi on pourrait se positionner. C'est évidemment difficile, j'imagine. Oui, et le roman était aussi un peu l'essai de raconter d'autres histoires ou d'agrandir ce tableau un peu. Oui. Il y a quand même dans le discours public certaines histoires qui sont très présentes. Il y a un historien allemand qui s'appelle Martin Sabro qui a très bien décrit la mémoire concernant la RDA. Et ce qui est absolument dominant dans le discours public, c'est ce qu'on appelle le Diktaturgedächtnis, donc la mémoire de la dictature. Donc on se souvient de la Stasi, de ce qui se passait aux frontières. On se souvient du droit de la parole qui n'était pas tout à fait donné, le droit de voyager, tout ça. Donc ça, c'est très présent dans le discours public. Et à côté de ça, il n'y a pas beaucoup de place pour autres histoires. Ça, c'est un peu... oui, concernant juste le discours en Allemagne sur ce sujet, c'était aussi mon intention, oui, j'ai voulu essayer d'agrandir cette mémoire un peu avec d'autres histoires. Oui, je pense que c'est effectivement très important. Mais je pense que pour beaucoup de gens de votre génération se pose évidemment la question, qu'est-ce que mes parents ont fait en fait dans cette dictature? Est-ce qu'ils étaient victimes ou bourreaux? Est-ce qu'ils faisaient partie de la Stasi ou pas? Et d'ailleurs, c'est une question que Johanna se pose. Suite à ce que Antonia lui a raconté, que Jens il a été arrêté, tout de suite elle se dit peut-être que ma mère elle a à voir quelque chose là-dedans, et elle lui pose finalement la question si elle était à la Stasi, et la mère elle est tout à fait choquée. C'est quand même brutal en fait que la propre fille tout d'un coup commence à douter de son intégrité jusqu'à se dire en fait tu as travaillé pour la Stasi. Oui, une question difficile aussi, parce qu'en la posant, on dit quand même, je crois que ça pourrait être possible, que tu aies travaillé avec la Stasi, mais en regardant plus près les biographies de l'Est, je trouve qu'on se rend vite compte que c'est rarement, en fait, comme on t'a dit, bourreau ou victime. C'est rarement clair comme ça. Il y a très peu de cas, aussi des cas publics, où on peut vite dire victime ou bourreau, mais la plupart des biographies, c'est pas si simple que ça. Il y a toujours, ou peut-être l'exemple le plus connu serait peut-être Christa Wolf, où c'est aussi pas si simple. Et je crois pour elle, et aussi étant auteur, c'était des années très dures après la chute du mur, mais elle est quand même un personnage public, et aussi sa biographie raconte une histoire qui nous apprend que c'est pas si simple que ça. Oui, évidemment, c'est toujours... chaque histoire est unique et très complexe. Mais Johanna, elle a ce désir en fait d'en savoir plus, contrairement à Antonia qui accepte juste cette version qu'on lui a racontée et qui lui plaît peut-être aussi un petit peu, que son père, le subversif, il a été arrêté. Et elle est choquée, très en colère même, lorsque Johanna lui dit qu'elle aimerait bien trouver le dossier de Jens, faire une demande pour découvrir le dossier de Jens. Pourquoi est-ce qu'elle est si en colère? La sœur. La sœur, oui. Elle pourrait comprendre aussi, en fait, la démarche de Johanna. Oui, je crois que la sœur, elle a grandi différemment. Elle a grandi à l'ouest. En fait,
sa mère, elle n'a pas pu travailler en RDA, donc elle a quitté la RDA avec sa fille. Et donc la sœur, elle a grandi à l'ouest. Et elle, en fait, elle a grandi plus avec une mémoire de la dictature. Et pour elle, que la sœur veut voir le dossier signifie qu'elle ne lui croit pas. Que pour la sœur, c'est pas clair qu'elle a raison. Et je crois que... Elle l'accuse même de dire toi-même, tu aurais pu travailler à la Stasi, enfin, Mhm. avec cette mentalité. Elle ne supporte pas du tout. Mhm. Et comme Johanna, elle est celle à mettre, comment on dit en allemand, le doigt dans la blessure. Je ne sais pas Là si où c'est le une bas expression blesse. française, Mhm. oui. Et qui remet en question toute l'histoire dans laquelle elle a grandi. Et c'est aussi, je crois, en fait, la vérité est un peu un centre aussi dans ce livre. Quelle est la vérité? Et est-ce qu'il est en fait nécessaire que la vérité soit vraie? Ou est-ce qu'il nous suffit une histoire avec laquelle on peut continuer à vivre? Et quelle est cette histoire? Oui, et pour la sœur, à ce point, c'est juste différent. Donc elle n'est pas d'accord et Johanna, elle est seule avec sa quête. Parce que pour les 3 autres femmes, il y a encore une grand-mère qui va paraître plus tard dans le livre. Mais pour ces 3 femmes, c'est très clair ce qui s'est passé. Mais pour Johanna, elle ne sait pas du tout. Elle est entre ces 3 versions qui sont très différentes. Justement, on va peut-être dire qui est cette troisième femme. Il s'agit de Hilde, qui est la mère de Jens, qui est la surprise de Johanna, en fait, vient voir son fils à l'hôpital. C'est la première fois qu'elle voit sa grand-mère. Et Hilde, elle a une toute autre version encore de cette histoire en disant que Jens, comme beaucoup de gens de sa génération, en fait, pensait qu'il fallait quand même changer pas mal de choses en RDA, que le système, il avait effectivement besoin d'être modifié, qu'il a manifesté effectivement pour changer en douce en fait les choses, mais que jamais pour rien au monde en fait il aurait quitté la RDA parce qu'il aimait bien son pays. Ce qui était effectivement le cas de beaucoup de gens. Donc troisième version, et que faire avec ça encore? Et aussi, quelque chose dont je me suis rendu compte tard en l'écrivant, c'est que c'est 3 versions très politiques. C'est 3 versions qui racontent la vie de Jens en rapport avec les événements historiques. Et à part ça, dans toutes ces versions, il n'y a pas beaucoup de place pour la personne privée, personnelle que Jens a pu être. Et c'est... je crois que c'est aussi un peu le moment de Johanna où pourquoi elle n'arrête pas de demander et rechercher parce qu'en fait, elle n'est pas très intéressée. Par la personne. Elle est plus intéressée par la personne et comment il était, ce père, que par les événements historiques, alors que les 3 autres femmes historisent cet homme d'une manière, oui. Il est, pour elle... pour les 3 autres, il n'est pas possible d'imaginer que sa disparition aurait pu rien avoir avec la chute du mur ou les événements historiques. Donc voilà, chacun a besoin en fait de se raconter une histoire, de se raconter une version de sa vie. C'est vrai qu'on apprend très très peu de choses finalement de Jens, qu'il était en tant qu'homme, en tant que père. Enfin, il y a quand même les protocoles de la Stasi. En fait, il y a deux typographies d'ailleurs dans ce roman. Il y a je ne sais pas si on le voit. Donc voilà, typographié, enfin c'est écrit à la machine à écrire. Les protocoles en fait de la Stasi, bien écrits comme on les connaît en fait avec ce langage bien particulier, vraiment dans les détails. La personne a fait ceci, ça, à telle ou telle date. Voilà, son caractère en fait c'est quand même un langage très particulier. Et là, Stéphanie, j'aimerais bien savoir comment tu as fait en tant que traductrice avec ce langage très typique en fait des dictatures. C'est pas propre à la RDA, mais quand même c'est assez spécial.
C'était sans doute une des principales difficultés de cette traduction parce que c'est toujours une adaptation. On n'a pas l'exact équivalent. En tout cas, il y a eu plusieurs traductions de ce type de termes très bureaucratiques vers le français. Donc, c'était une adaptation au texte après texte de ces rapports, en fait. Donc tu disais, en fait, il y a pas les mêmes termes, il n'y a pas la même langue bureaucratique. Donc il faut inventer, c'est ça, il faut Oui, enfin, en tout cas, adapté parce que, bien sûr, adapter. la réalité de la RDA n'a existé qu'en RDA. Donc, voilà, quand on traduit ces termes-là, on voit tout à fait, enfin, il faut inventer un langage qui pourrait être équivalent. Mais il y a pas je pense qu'il n'y a pas une solution possible. Donc, c'est toujours un peu des compromis et des adaptations. Ce qui est drôle, en fait, c'est que moi, en l'écrivant, j'ai fait un peu la même chose. Euh, non seulement parce que c'est pas des vrais documents de la Stasi, mais écrits par moi, mais aussi parce que c'est pas très clair ce que c'est un document de la Stasi. Il y a tellement de tonalités différentes dans ces documents. Il y a eu des personnes privées qui les ont écrits, il y a eu des officiels, il y a eu beaucoup d'abréviations, mais aussi des dialogues, des téléphonats qui ont été enregistrés. Enfin, il n'y a pas le document de la Stasi qui sonne comme ça, qui a cette tonalité. Quand on les lit, c'est vraiment différent et c'était difficile en fait. Comment faire croire comment, euh, oui, quel est le texte, comment est-ce que je dois écrire ce texte pour qu'on le prenne pour un document de la Stasi, c'était assez difficile. Et c'était aussi difficile parce que, dépendant du fait si les lecteurs en ont déjà lu ou pas, la réception était très différente quand j'ai essayé de montrer ça à des personnes. Est-ce que tu prends ça pour un document de la Stasi? Il y en a eu qui avaient lu les leurs, qui ont reconnu des choses ou pas. Il y en a eu qui n'ont jamais lu un document de la Stasi, mais qui avaient quand même une idée de ce que c'est. Mais une idée fausse. Donc pour moi, pour l'écrire, c'était assez difficile oui, de trouver. Moi aussi, en fait, j'ai plutôt eu l'impression d'inventer complètement ce que ça pourrait être un document de la Stasi. Et tu en as lu quand même? Oui. T'as fait des recherches, j'imagine, pour... J'en ai lu beaucoup. En fait, je me suis rendu compte, quand j'ai commencé à faire les recherches, je me suis dit, j'ai qu'à demander à ma famille et les gens que je connais, et ils vont me montrer les leurs. Mais en fait, il y a vraiment toujours pas mal de monde qui ne veulent pas les voir. Et ça a mis un moment à comprendre pourquoi et que les gens ont aussi des très bonnes raisons de ne pas les regarder. Mais en fait, il y avait une centrale à Frankfurt-Oder en Allemagne où j'ai pu passer toute une semaine. Ils m'ont montré des documents, ils m'ont montré aussi les sacs déchirés, des documents déchirés qui sont toujours en train d'essayer de les remettre ensemble. Donc, ils font un grand travail de reconstruction toujours. Et ça a été très intéressant, oui. Et surtout là-bas, j'en ai lu beaucoup. Stéphanie, toi, tu en as lu en fait pour traduire ça? Non, j'en ai jamais lu en fait. Non, jamais. D'accord. J'ai lu des livres sur la Stasi, par exemple. Mais c'est vrai qu'il y a les textes, les rapports sont très, c'est des genres très différents entre eux, c'est vrai. Je pense que le plus difficile pour moi, c'était ce qui s'apparente plus à des interrogatoires, où il y a un peu de jargon comme ça. Parce qu'après, si c'est une personne qui est censée avoir espionné Jens pour écrire sur son compte, c'est vrai que ça peut être un style beaucoup plus banal comme ça, plus courant, plus domestique comme ça. Ouais. Non, le plus compliqué, c'était les interrogatoires, je pense. Ouais. Il y a d'ailleurs une scène assez touchante en fait, lorsque Johanna, elle accuse sa mère en fait d'avoir travaillé pour la Stasi. Elle écrit lui-même en fait un bout de dossier qu'elle sort de sa poche qui dit tiens lis ça, tu vois.
quand même, j'ai des preuves. Et là, la mère, elle lui dit, écoute, je pense que quand on a ce genre de document, c'est jamais l'original en fait qu'on donne. Et il y a un petit tampon quand même quelque part. Donc la mère, elle se rend compte tout de suite que c'est sa fille en fait qui l'a fait. Il lui pose la question, est-ce que c'est toi qui l'as fait? Et Johanna, elle est effectivement très 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 gênée par rapport à ça. Mais moi, en fait, je n'ai pas l'occasion de consulter des dossiers de la Stasi, mais j'ai animé plusieurs lectures avec Carsten Dümmel, qui a aussi écrit en fait des romans, qui était lui-même dissident, qui a vraiment vécu tout ça et qui a restitué en fait dans ses romans en fait les dossiers et le langage est assez proche de ce que tu as fait. Moi, c'est à chaque fois épatant de voir en fait à quel point c'était insignifiant souvent en fait tous les détails qu'il listait et comment c'est très personnel à fouiller en fait à essayer de se faire une idée du caractère de la personne. Enfin, c'était quand même complètement pervers, quoi. C'est à chaque fois impressionnant. Je propose qu'on va lire un autre extrait. Qui va nous apprendre un peu plus sur la mère de Johanna. C'est un extrait en allemand que Paula va donc lire dans la langue originale. Oui, alors c'est un extrait du dossier dans le texte du document de la Stasi dont on parlait. Je ne sais pas si on l'a dit déjà, mais dans l'extrait que je vais lire, c'est très évident. Donc, on va peut-être juste le dire que, en fait, ces documents commencent très proches de la réalité de ce que ces documents auraient pu être. Ça commence à les lire et on dirait que c'est les vrais documents, mais à un moment donné, oui, on se rend compte que ça ne peut pas être le vrai document de la Stasi sur Jens et que ça doit devenir d'autre part et que surtout aussi parce que ça ne s'arrête pas en 1989 mais décrit aussi les années 90. Je ne voulais pas le dire pour ne pas spoiler le livre. Mais... Voilà. Mais dans l'extrait que je lis, c'est en fait assez évident. Donc, oui. Alors, Kategorienspiel. Ein Deutscher ist ein Ostdeutscher oder ein Westdeutscher. Ein Westdeutscher ist ein Westdeutscher. Ein Ostdeutscher hingegen ist ein Wendegewinner oder ein Wendeverlierer. Die Einteilung in Wendegewinner oder Wendeverlierer wird vom Ostdeutschen selbst vorgenommen. Überprüfung der Selbsteinordnung der hier relevanten Personen. Astrid war 28, hatte Veterinärmedizin studiert und leitete ein Tierheim. Sie hatte einen etwas unzuverlässigen, aber liebenswerten Mann an ihrer Seite und eine Tochter. Sie konnte ihre Rechnungen bezahlen und zweimal im Jahr in den Urlaub fahren, nach Ungarn oder an die Ostsee. Sie fand ihr Leben ziemlich in Ordnung. Bis auf die Tochter kam ihr mit der Wende all das abhanden. Sie zählt sich zu den Wendeverlierern. Nicht ersichtlich ist aber, weshalb sie nie wieder als Tierärztin gearbeitet hat, was zumindest die Sache mit den Rechnungen und dem Urlaub gelöst hätte. Und wer weiß, vielleicht wäre auch eines Tages ein attraktiver Kaninchenbesitzer vorbeigekommen. J. kannte die Spielregeln des neuen Systems nicht und ist daran gescheitert. Danach kam er wirtschaftlich nie wieder auf die Beine. Er ist nicht nur ein Wendeverlierer, er ist in allererster Linie ein Familienverlierer. Dass das vollkommen unnötig war, bedarf keiner Erläuterung. Es bedarf hingegen einer Erläuterung, weshalb das völlig Unnötige dennoch eintrat. J.s Vater Heinrich war zum Zeitpunkt des Mauerfalls 57. Damit war er zu alt, um nochmal von vorn zu beginnen und zu jung, um in Rente zu gehen. Dennoch hat er einige Jahre lang versucht, seine Schmiede auf Weststandard zu bringen, wie er es nannte. Er informierte sich über neuartige Materialien und Produktionsmethoden und ließ Visitenkarten auf Hochglanzpapier drucken. Doch das Geld für die Anschaffung neuer Maschinen fehlte. Auch fehlten der Schmiede der Geist und die Kraft eines jungen Mannes, der all das einmal hätte übernehmen können. 6 Jahre später fand Heinrich einen plötzlichen Tod durch Überarbeitung. Eines Morgens lag er leblos in seiner Schmiede. Er gehört zu denen, die an der Wende gestorben sind.
Wenn er aber zu einem früheren Zeitpunkt nicht das Verhältnis zu seinem einzigen Sohn ruiniert hätte, wäre es nicht so weit gekommen. Jots Mutter Hilde hat bis zur Wende im Fliesenwerk Beutzenburg gearbeitet. Zuerst am Fließband, bald als Schichtleiterin, dann wurde sie in der Buchhaltung ausgebildet. Außerdem hat sie die Tanzabende, Geburtstags- und Weihnachtsfeiern organisiert, was insgeheim ihre liebste Aufgabe war. Nach der Wende wurde das Fliesenwerk zwar nicht geschlossen, aber aufgekauft, modernisiert, umstrukturiert. Bei den Rationalisierungsmaßnahmen verlor Hilde ihre Anstellung. Hier wird jetzt mit Westmark gerechnet, verstehen Sie? Hat der neue Personalmanager gesagt und ihre Kündigung gemeint. Fortan versuchte Hilde, ihrem Mann bei der Erhaltung der Schmiede zu helfen. Als ihr Mann starb, verkaufte sie das Material, ließ den Asbestbau abreißen und ging in Rente. Sie zählt sich zu den Wendeverlierern. Wenn sie aber zu einem früheren Zeitpunkt nicht das Verhältnis zu ihrem einzigen Sohn ruiniert hätte, wäre es nicht so weit gekommen. Jots ältere Tochter Antonia kann in solchen Kategorien nicht denken. Das verwundert wenig, sie ist in Bonn aufgewachsen. Im Grunde gehört sie der Kategorie der Westdeutschen an. Jots jüngerer Tochter Johanna ist mit dem Mauerfall nicht nur der Vater abhanden gekommen, sondern auch eine mit beiden Beinen im Leben stehende Mutter, die als Vorbild taugen könnte. Johanna ist mit Fug und Recht eine Wendeverliererin, die hier als einzige nichts, aber auch gar nichts dafür kann. Gezeichnet I.M. Selene. Merci, je trouve vraiment très intéressant cet extrait. Stéphanie, je ne sais pas comment tu as traduit Wendeverlierer, Wendegewinner. Encore un terme adapté peut-être. Les perdants de la réunification et les gagnants de la réunification. Voilà. Donc voilà, l'extrait parle de ça, justement. Il y a ceux qui ont tout perdu et les autres qui ont gagné, en fait, après la réunification des deux Allemagnes. Et il y a cette catégorie, en fait, ce jeu des catégories assez brutal, en fait, où on dit, toi, t'as perdu, toi, t'as gagné. Qu'est-ce que la personne elle-même, elle pense de ça? Et évidemment, Jens, c'est un Wendeverlierer, celui qui, comme tu dis, n'a non seulement, en fait, perdu son travail, mais aussi sa famille, ne savait pas, en fait, ne connaissait pas les nouvelles règles du jeu. Qu'est-ce qui est arrivé à Jens, justement, quand il est arrivé à l'Ouest? C'était pas évidemment ce qu'il attendait, j'imagine. Mais en fait, je ne sais pas ce qui est arrivé à Jens. Je ne sais pas plus que la protagoniste sur son chemin. Je ne sais même pas s'il est arrivé à l'Ouest. Ça dépend un peu quelle version on croit. Et moi, je n'ai pas pris de décision en écrivant le livre, à qui croire. En fait, jusqu'à la fin, on n'est pas sûr ce qui s'est vraiment passé. Et c'est pas que moi, j'en sais plus. D'accord, c'est intéressant parce que moi j'ai cru à Antonia, bêtement en fait, qui racontait en fait à Johanna que son père... Toi, tu as cru à Antonia? Oui, complètement. Je me rends compte maintenant en parlant Stéphanie, avec toi. Stéphanie, toi aussi, t'as... Ouais. Stéphanie, justement, qu'est-ce que tu as... Qu'est-ce que tu as cru, toi? À qui Ça est-ce me- que Non, moi je suis restée joyeusement dans le flou, moi aussi. Dans le flou. Et je pense aussi à une des dernières phrases du livre dans l'épilogue, en fait, quand tu dis Berlin, c'est un coma de longue durée. Enfin, en français, dans ma traduction. Plus on passe de temps ici, moins il est probable qu'on s'en aille un jour. Comme si la ville avait juste englouti le père, mais sans qu'on sache exactement ce qui s'est passé. Moi, je suis restée sur cette image-là, en fait. En tout cas, dans la version d'Antonia, en fait, il était censé, en tant qu'ancien ferronnier, construire un escalier dans le Rotes Rathaus, en fait, dans la mairie, en fait, de Berlin. Et c'était une grosse commande qu'il a eue avec un ami. Et finalement, tout est tombé à l'eau. Voilà, il a jamais touché, en fait, l'argent sur lequel il comptait. J'ai aussi beaucoup aimé la façon dont tu as décrit ce qui est arrivé à Astrid.
cette vétérinaire donc, qui a fait des études, qui n'est d'ailleurs pas du tout contente que sa fille ne veuille pas faire d'études après son bac, mais qui ne comprend pas très bien pourquoi elle veut devenir conductrice de tramway. Et en fait, elle qui a travaillé en tant que vétérinaire et qui avait une SPA, qui dirigeait en fait une SPA. Il y avait des chats, d'autres animaux en fait qu'elle gardait. Et après donc la chute du mur, elle a tout perdu et elle a coupé la moustache aux chats qu'elle a relâché dans la nature pour que les chats ne retrouvent pas en fait le chemin. Je trouve que c'était une très belle image en fait de cette perte d'identité. On ne sait pas où on est, on ne peut pas revenir en arrière. Autre image que je trouve très belle, en fait, cette idée de la conductrice de tramway qui essaye de retrouver en fait le chemin du mur. C'est vrai que c'est extrêmement difficile à savoir où ce mur est vraiment passé à Berlin. Moi, j'ai jamais réussi à le faire. Je ne sais pas si vous, finalement, en fait, vous avez réussi à réaliser où elle passait après tant d'années vécues à Berlin ou toi. Enfin, c'est vrai que tout le monde le sait que le mur était là, mais personne ne sait vraiment en fait où elle était. Alors, il m'a fallu des cartes. Hein. Ouais. Oui, sans les cartes, j'aurais pas... Mais en fait, c'est quelque chose qui apparaît dans le livre aussi. Si on sait où le tramway se passe à Berlin, on sait plus ou moins où était l'Est. Parce qu'à Berlin de l'Ouest, il n'y avait pas de tramway. Et aujourd'hui, il y a juste 14 stations, je crois. Un peu plus peut-être depuis que le roman est paru. Qui se trouve à Berlin de l'Ouest. Mais c'est quelque chose que je ne savais pas quand j'ai cherché une profession pour ma protagoniste. Quand quelqu'un m'a dit que c'était le cas, je trouvais presque que ça colle trop bien. C'est un peu trop qu'elle est conductrice de tramway et qu'elle roule toute la journée uniquement à l'est. Mais ouais, le tramway aide pour s'orienter. Ouais. Il y a d'ailleurs en fait son formateur, Rainer, qui lui a grandi en RDA, qui n'arrête pas de raconter des blagues en fait qu'on se racontait en fait en RDA. Là encore, j'imagine que c'était pas facile à traduire, Stéphanie, les blagues tout court, mais les blagues dans ce contexte-là. Écoute, j'en ai fait une petite adaptation. J'espère que ça fonctionne. Mais c'était un extrait qu'on avait éventuellement voulu lire, hein, mais On peut le faire hein, pour peut-être mais juste... peut-être Oui. juste un tout petit, peut-être juste deux des blagues qui sont Oui, citées juste deux dans le blagues. chapitre. Voilà, Ouais. donc c'est le chapitre qui s'appelle Mielke et Honecker parlent de leur passe-temps. Donc Mielke était le chef de la Stasi et Honecker le secrétaire général de la SED. Alors la première que raconte Rainer, l'instructeur. Et celle-ci, tu la connais, me demande Rainer. Pourquoi les gens avaient toujours l'air fatigués en RDA? Parce qu'ils ont remonté la pente pendant 40 ans. Ok, et ensuite la suivante, justement, entre Mielke et Honecker parlent de leur passe-temps. Honecker, j'ai un passe-temps formidable. Je collectionne les blagues qu'on raconte sur moi. Et Mielke répond, quelle coïncidence, le mien ressemble beaucoup au vôtre. Je collectionne les gens qui les racontent. Humour grinçant. C'est des blagues qu'on vous a racontées, Paula? C'était une partie de mes recherches que j'ai aimé beaucoup. J'ai passé des jours dans les forums d'Internet en lisant des blagues sur la RDA. Oui, quelques-unes, je les connaissais déjà, mais j'en ai cherché aussi un peu pour voir lesquelles peuvent rentrer dans le livre. Et oui, c'est assez difficile à traduire, j'imagine, parce qu'il faut savoir pas mal de choses. Il faut savoir qui est Mielke, il faut savoir qui était Honecker. Et cette blague avec la pente, elle marche uniquement si on sait qu'en RDA, c'était quelque chose qu'on disait, dass es immer bergauf geht.
mais sans ce savoir, en fait, les blagues fonctionnent pas. J'imagine que c'est Mmh. difficile oui, à traduire. Ouais. D'ailleurs, comment tu as fait pour Milk? Tu te dis, en fait, le lectorat français, il sait quand même? Ou est-ce que vous avez mis une petite explication? Non, on n'a pas mis d'explication. Alors moi, j'évite toujours à tout prix les notes de bas de page, mais Oui. on n'en avait pas besoin en fait parce que peu avant, il y a une explication Ah. quand Johanna appelle la Stasi pour demander à avoir accès au dossier de Jens. Mmh. Elle-même, enfin, je sais plus, il y a une phrase en tout cas qui dit mais bien sûr, Milke, le chef de la Stasi, c'est lui qui va savoir enfin, c'est lui qui sait, lui qui collectionnait les histoires des gens. C'est lui qui va en savoir plus que ma mère et plus que ma sœur sur ce qui s'est réellement passé. Donc en fait, c'est expliqué avant ce passage-là. D'accord. Ah oui, je me souviens qu'avec ma maison d'édition en Allemagne, ils sont à Cologne, en fait, donc à l'ouest. Et quand on a retravaillé le livre avant de le publier, c'était quelque chose qu'on a fait, en fait, pour les gens de Mmh. l'ouest qui n'en savent rien. On a expliqué un peu des choses. Ça a peut-être aidé aussi pour la traduction. C'est comme ça qu'on a expliqué qui était Milk dedans. Dans ma version à moi, au début, les explications n'existaient pas. Mhm. Justement, est-ce que tu as l'impression que les gens de ta génération, les Allemands de l'Ouest, ils connaissent encore tous ces noms? Est-ce que c'est familier pour eux ou pas trop? Vous en parlez beaucoup? Est-ce qu'il y a une parole, en fait, maintenant qui s'est peut-être libérée? Parce que j'ai vraiment l'impression que tous ces essais, ces livres, en fait, et Nachwende Kinder, c'est quelque chose... Ouais, il y en avait beaucoup pour les 30 ans de la chute du mur. Oui, il s'est passé pas mal de choses pour les 30 ans, mais en fait, le roman en allemand, la première version, est apparue en 2016, donc il y a déjà 5 ans. Et à ce moment-là, c'était pas encore un grand sujet, les Nachwendekinder. On parlait toujours de la troisième génération, donc la génération qui a quand même encore quelques souvenirs, qui est allée à l'école en RDA, mais la génération après, qui n'a plus de souvenirs, et en fait, on parle moins de la RDA. Entre nous, on parle beaucoup des années 90. C'est plutôt cette époque-là qui nous a influencés. Ouais. Et je crois que c'est un peu quelque chose qui maintenant apparaît plus dans les débats aussi, les années 90. Surtout en Allemagne de l'Est, les changements qu'il y a eu, les chantiers partout, les changements dans tous les niveaux de la vie. Oui, et ça dépend. Il y en a qui en savent quasiment rien, mais aussi la jeune génération qui vit maintenant à Berlin ou dans les pays qui étaient la RDA, bien sûr, juste par vivre là-bas, par apprendre à connaître les gens. On entend des histoires et ils commencent aussi à s'intéresser. Et c'est vrai que depuis 1 an ou 2, comment dire, Erzählraum en français, il y a un espace de narration qui s'est ouvert sur ce sujet, oui. Mhm. Tu le remarques aussi, Stéphanie? Toi, ça fait tellement longtemps que tu habites à Berlin, tu as vécu plusieurs jubilés, en fait, de la chute du mur aussi. Oui, c'est vrai. 10, 20 et 30. Oui, 10, 20 et 30, oui, pas du tout les Oui, mêmes. oui. Mmh. Écoute, je sais pas, moi j'ai cette expérience d'avoir vécu à Leipzig, donc 10 ans après la chute du mur. Il y avait beaucoup d'amis allemands de l'Est, de familles que je connaissais là, donc j'ai entendu beaucoup d'histoires assez tôt, j'ai l'impression. Hem Et après, ici à Berlin, j'ai l'impression que c'est plutôt d'autres thèmes qui, qui agitent la littérature allemande en ce moment. Mais oui, je sais pas, quoi ajouter d'autre à ce que dit, Paola qui connaît la situation bien mieux que moi. En tout cas, en fait, ce que j'ai retenu
des conversations que j'ai eues, par exemple, aussi avec Lukas Ritschl, c'est qu'il est grand temps, en fait, que ce soit les Allemands de l'Est qui parlent aussi de l'Allemagne de l'Est, que souvent, en fait, au niveau des journalistes, il y en a très, très, très peu de jeunes, en fait, que dans les écoles de journalisme, toujours, il y a très peu de jeunes, en fait, qui viennent d'Allemagne de l'Est, et souvent, en fait, c'est les journalistes qui connaissent pas très bien, qui se demandent mais qu'est-ce qui se passe en ex-RDA, pourquoi est-ce qu'il y a autant d'extrême droite, comme si c'était juste un problème en fait de l'Est. Et justement, j'ai l'impression qu'il y a quand même un peu, les lignes bougent en fait. C'est un peu plus nuancé, il y a d'autres personnes qui prennent la parole, et heureusement. Oui, mais si on regarde toute la structure, je suis bien d'accord avec Lucas. Que tu connais Que je connais, oui, oui, pas très bien, mais on se connaît un peu. Et oui, il y a un grand... les rédactions, il y a eu aussi des scientifiques qui ont regardé toute cette situation très précisément. Ça concerne les universités, les cours, la justice, la politique, les grandes entreprises. Si on regarde qui est l'élite du pays, il y a très peu d'Allemands de l'Est. C'est toujours le cas. Ouais. Et dans les rédactions politiques, ça se fait remarquer aussi. Que par exemple, la Tagesschau, donc le plus grand journal d'information en Allemagne, est produit à Hambourg. Et je connais un peu les rédactions à l'Est qui sont toujours déprimées ou qui voient quels sujets arrivent dans les informations nationales de l'Est et lesquels n'y arrivent pas. Il y a toujours quand même... aussi à l'université, je me souviens, quand on parle de littérature allemande, on parle de littérature allemande de la BAD et pas de la RDA. Donc ici, on parle de littérature allemande qui vient de l'Est, c'est la littérature post-socialiste ou c'est la littérature de la RDA. Donc il y a quand même, c'est très clair, quand on parle d'Allemagne, on parle d'Allemagne de l'Ouest. Et oui, il y a juste, je crois, ce qui est un peu le cas pour toutes les minorités. Quand on parle de quelque chose ou quand on réfléchit à ce qui est normal, on n'est pas juste pas compris dans ce qui est normal. Donc, c'est clair ce que je veux dire. J'ai pas tout à fait. En fait, also wenn wir, ich versuche es mal kurz auf Deutsch, ja, wenn wir uns anschauen, was unter normal verstanden wird, was nicht weiter erklärungsbedürftig ist, dann wird das immer westdeutsche Geschichte meinen und nie die ostdeutsche. Die wird immer explizifiziert, klarer gemacht als der Sonderfall und das merkt man in allen, auf allen Ebenen. Lorsqu'on évoque en fait l'histoire allemande, ce qui est perçu comme la normalité, c'est l'histoire de l'Ouest, quoi. Et la particularité, c'est l'Allemagne de l'Est. Ça, c'est toujours le cas après 30 ans des réunifications. Intéressant. Je ne sais pas si on peut ouvrir la discussion, s'il est temps peut-être de laisser rentrer le public. Donc, si vous êtes là, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Soit donc via le chat, comme je le disais, soit vous osez vous montrer, allumer votre caméra et puis poser les questions directement à Paola. Et évidemment à Stéphanie Lux aussi. Suspense, est-ce qu'il y a quelqu'un? Alors moi je ne vois pas de questions dans le chat. Est-ce que c'est normal? C'est normal parce qu'il n'y en a pas.
Ah, les gens sont en train d'entrer dans le forum. Très bien. Stéphanie, j'en profite pour te poser la question s'il y avait d'autres problèmes de traduction. C'est toujours tellement passionnant en fait d'avoir les traducteurs en fait qui parlent de leur travail, parce que vous êtes quand même des lecteurs tellement attentifs, beaucoup plus attentifs qu'un lecteur lambda. Disons que j'ai pris une grosse décision de traduction qui est apparue là dans le premier extrait que j'ai lu, mais je ne sais pas si ça vous a frappé. Mais j'ai changé le temps du récit, en fait, parce que le temps du récit en allemand, c'est le prétérit. Et c'est un temps de récit tout à fait habituel et tout à fait agréable à lire. Et moi, j'hésitais grandement entre le passé simple et le passé composé, tous les deux me posant fort problème. Et en fait, à l'époque où je me posais cette question, j'ai entendu à la radio une traductrice de l'anglais, José Camoun, qui parlait de sa nouvelle traduction de 1984 de George Orwell. Et elle disait qu'elle avait tout mis au présent, en fait, parce que le présent était un temps du récit en français qui était très, très naturel aussi. Et je me suis sentie légitimée par cette, par cette décision de cet illustre collègue. Et donc, j'ai tout fait passer au présent, ce qui m'a beaucoup facilité la tâche, en fait. C'était la solution pour moi, pour ce texte. Très intéressant. Et c'était une décision à défendre vis-à-vis de l'éditeur ou Alors, elle a été pas acceptée, en fait. C'est moi qui l'ai prise et puis elle a été acceptée. D'accord. Oui, je m'en suis rendu compte en lisant la version française. Et c'est intéressant ce que tu dis, parce que pour moi aussi, c'était un sujet en l'écrivant. Parce qu'en fait, les documents de la Stasi sont racontés au présent. Et l'histoire, le reste de l'histoire est raconté au, comment on dit en français, prétérit, c'est ça? Passé. En passé. Mais moi aussi, j'y ai réfléchi si c'était pas peut-être tout le livre qui serait à raconter au présent. Et moi, j'avais pris cette décision parce que je voulais un peu l'effet que ce qui est historiquement plus près, donc l'histoire générale se déroule en 2006, je crois. Est-ce que c'est vrai ça? 2008, je ne sais pas. Je ne sais plus. Plus ou moins autour Parce que j'ai de là. lu 2008. 2008, Oui. hein. Ouais. Et les extraits du dossier qui racontent un passé beaucoup plus éloigné, mais sont contrairement racontés au présent pour rapprocher un peu le passé. C'était c'était la décision que moi, à l'époque, je crois, si je me souviens bien, il y a bien 10 ans maintenant, la décision que j'ai prise. C'est intéressant que toi, tu as changé encore en traduisant. Alors, il y a une question. C'est Guten Abend, ich möchte wissen, was für Sie Heimat ist. Alors, traduire maintenant le mot Heimat, qui n'existe pas en français. Stéphanie, voilà, je te refile la patate chaude. Merci beaucoup. En fait, donc pour cette traduction qui n'existe pas, souvent on utilise le mot de patrie, mais bon, qui n'est pas très heureux. En fait, c'est peut-être où est-ce que vous vous sentez chez vous, qu'est-ce que c'est votre chez vous, en fait. Enfin, voilà, où est-ce que ça se trouve? Je suis pas sûre parce qu'il y a un malaise avec le mot patrie en français, c'est ça? Oui. Et en fait, je crois qu'il y a un peu français, le peut-être même. pas, mais en allemand, Vaterland, c'est pas évident. En allemand, moi en tout cas, j'ai le même malaise avec le mot Heimat. Juste parce que c'est un mot qui est aussi employé beaucoup par la droite en ce moment. Et moi, question de créer un Heimatministerium. Hein? Voilà, par exemple, il y a le Heimat, tout ça. Donc, le mot Heimat, moi, j'ai du mal avec le mot Heimat. Donc, c'est peut-être pas si mal que ça traduit par patrie. Il y a le même malaise. Et je préfère justement de parler de chez moi, de parler de zu Hause, de parler d'un sentiment d'être chez moi. Et où c'est... il y a plusieurs réponses à ça.
étant auteur, j'ai un chez-moi dans la langue allemande, j'ai un chez-moi dans la littérature. J'ai aussi quelque chose dont je me suis rendu compte après avoir vécu quelques années à Bordeaux et à Bienne, quand j'ai pris le train qui se rapproche de Berlin et le paysage devient tout plat. Il y a eu comme un soulagement qui m'était inconnu par un paysage plat. Le regard loin, pas de montagne, juste un paysage plat et une vie très loin. Il y a aussi un chez-moi dans un paysage. Et bien sûr, il y a un chez-moi et un chez-moi dans mon appartement à Berlin où je vis avec 5 colocataires, une sorte de communauté, ce qui était un choix aussi. Il y a un chez-moi avec des personnes qui m'entourent. C'est peut-être les 3 chez-moi les plus importants. C'est déjà pas mal. Alors, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Est-ce que les gens ils ont été laissés, enfin, on les a laissés rentrer? Je pense que la réponse est oui. Stéphanie, est-ce que tu as l'impression que c'est un sujet qui intéresse les jeunes Français? Le livre a été traduit, c'est déjà un signe que les éditeurs s'y intéressent. Évidemment, beaucoup de sujets. Tu disais, en fait, en ce moment, en fait, la littérature germanophone, elle traite d'autres questions. Mais en fait, Actes Sud, c'est quand même un grand éditeur qui s'y intéresse. Mais est-ce que tu as l'impression que c'est un sujet aussi pour les gens? Lequel en particulier? La réunification, 30 ans après, justement, toutes ces questions que cela pose. En fait, je pense qu'il y a deux choses. Je pense que le livre, il est aussi très accessible. C'est aussi cette histoire d'une fille qui est qui est à la recherche de son père, en fait, et de son histoire. Donc, comme il y a cette dimension-là aussi, je pense qu'il y a des gens qui peuvent arriver à ce livre par plusieurs chemins, en fait. Je pense qu'il y a des gens des gens qui s'intéressent déjà à l'Allemagne et à l'histoire de l'Allemagne et à l'histoire de la RDA ou qui apprennent l'allemand. Ça existe encore en France. Ou alors des gens qui vont le lire pour cette histoire plus personnelle et qui vont découvrir les autres enjeux du livre en venant par cette histoire-là, peut-être. Je pense en tout cas que, pour moi, c'est un premier roman qui est très accessible et justement qui peut rendre accessibles ces thèmes-là à des gens, qui peut les faire connaître à un public plus large. J'ai encore, bien sûr, aucun chiffre de vente du livre et en ce moment, c'est un peu compliqué, bien sûr. Enfin, il y a eu, voilà, les librairies étaient fermées pendant un moment. Le livre est sorti il y a quelques mois et c'était ouais, en novembre et c'était un peu compliqué à ce moment-là. Mais ouais, je pense que, en tout cas, je suis confiante. Je pense que le livre peut trouver son public en français. Il y avait quand même un article dans Libération, ce qui est rare en fait, qu'il y ait des critiques en fait des livres germanophones. Donc c'est un très bon signe. Ce qui a différencié, je pense aussi, ce roman dans la masse des livres qui sont apparus enfin, sur le sujet, comme je le disais il y a quelques mois, c'est le ton. C'est le ton qui, moi, m'a beaucoup plu parce qu'il est, comme on dit en allemand, unaufgeregt, vraiment, je dirais pas neutre, mais il y a tellement d'émotions, en fait. Johanna, elle passe par tellement de phases différentes, colère. Après, elle se prend quand même la tête avec sa mère, elle se prend la tête avec Antonia. Mais il y a quand même quelque chose de presque posé, j'avais l'impression. En fait, le temps, il est plutôt calme. Comment tu as réussi, en fait, ce décalage, si j'ose dire? Je crois que ça, c'est quelque chose qui est lié à moi-même. Je crois qu'on peut changer entre les livres qu'on écrit, on peut changer plein de choses, on peut changer de sujet et
de ton, de personnage. On peut changer beaucoup de choses. Il y a des choses qu'on peut mal changer, c'est dans l'humour. C'est quelque chose que j'observe aussi chez mes collègues qui écrivent des livres très, très différents, mais l'humour, d'une manière, reste parce que c'est le leur. Et je crois un peu... Bon, le ton, bien sûr, le ton peut changer aussi, mais à ce point... pour cette histoire, je n'ai pas vraiment une bonne réponse pour dire vrai, parce que le ton est quelque chose qui m'arrive, que je cherche, oui, j'essaye, à un moment donné, il y a juste le sentiment que ça, c'est le ton pour ce livre. Mais je crois aussi que c'est un peu un ton à moi, oui, d'essayer d'avoir un calme avec lequel on peut regarder les choses et qui permet de réfléchir aussi ou qui permet de voir clair. Oui, peut-être. Oui, ouais, tout à fait. Quelque chose sur la retenue. C'était difficile, Stéphanie, pour toi de trouver le ton français ou c'était naturel aussi? C'était assez naturel finalement. C'était assez naturel. Après, il se passe des choses qu'on ne maîtrise pas totalement. Il y a c'est aussi un livre qui m'a plu parce que sans doute, inconsciemment déjà, j'ai senti que je pouvais me glisser dans cette voie-là, et en faire quelque chose, en français. J'espère que le ton donne la même impression en fait en français qu'en allemand. Voilà. C'est pas à moi de le dire en fait. Je peux peut-être pas avoir ce regard-là, ce regard d'ensemble sur le texte. Ouais. Ouais. Bon, s'il n'y a plus d'autres questions, je pense qu'on peut... Le titre. Ah, le titre! Ah oui, Christiane Dois me demande alors le titre. Je te laisse répondre directement. C'est vrai que le titre, il est super. Le titre, oui. Quelque chose dont on n'a pas parlé jusque-là. La Familie der protagoniste, geflügelten Tiger, juste pour rappel. Et en français, ça a été traduit littéralement. la famille du tigre ailé. Oui. Voilà. Ouais. La protagoniste, elle a une sorte de hobby. Elle, c'est bien collectionner, c'est ça? Elle collectionne Tout à fait. des cartes géographiques. Donc, c'est des cartes de Berlin, bien évidemment aussi liées à son travail de conductrice de tramway, mais elle a une carte mondiale, c'est sa carte préférée, et c'est une carte qui vient du Moyen-Âge. C'est une carte qui s'appelle en allemand la Ebstorfer Weltkarte, qui a été dessinée par des moines au Moyen-Âge. Et l'idée de cette carte n'était pas d'être géographiquement exacte, mais de représenter le monde plutôt comme les moines le voyaient, le sentaient, aussi d'un point de vue religieux. Et en fait, les régions dont ils ne savaient pas ce qui s'y trouve, ils y dessinaient des Fabelwesen. Alors, c'est quoi Fabelwesen? Personnages de légende, créatures Des créatures fantastiques. Fantastiques. Voilà, des créatures fantastiques. Et l'une de ces créatures est en fait un tigre ailé. Et pour moi, comme Jens, le père, mais aussi la RDA, pour Johanna, reste un peu une région inconnue, une sorte de terra incognita. Je trouvais cette image oui, très, très jolie pour le titre qui parle de la carte mondiale, mais aussi un peu du père et de la famille qu'elle a, une famille qu'elle ne connaît pas très bien en fait, et qu'elle doit remplir avec ses propres histoires, en dessinant des créatures inconnues. Et c'est donc toi en fait qui l'a proposé à l'éditeur? Oui, c'était un de mes titres de travail, le dernier, et la maison d'édition l'a gardé. D'accord. Et pour toi, Stéphanie, c'était évident de garder le même titre?
pour toi ou et l'éditeur aussi? C'était pas tout. On t'entend plus? Voilà, Ah là, j'ai voilà, tu réactivé le revenu. son. Oui. Ouais. C'était pas, c'était un questionnement en fait, mais finalement on est resté sur le titre littéral parce que c'est expliqué assez tôt en fait aussi dans le roman, vers la page 30, cette histoire de collection de cartes géographiques et d'animaux fantastiques et de tigres ailés. Puis voilà, c'est une image ouais, comme disait Paola, à la fois du père et puis du pays qu'elle n'a pas connu et de l'histoire de sa famille, qu'elle doit cartographier comme elle peut. Peut-être une dernière question à toi, Paola. Est-ce que tu écris autre chose en ce moment? Est-ce que... Oui, j'ai commencé à écrire un deuxième roman, j'espère. On va voir ce que ça donne. Mais en fait, j'en sais pas encore. Comme je disais tout à l'heure, le sujet au centre, j'ai du mal à le trouver pendant assez longtemps. Il y a pas mal de scènes, il y a des protagonistes, il y a aussi une forme. Ce qui m'intéresse, c'est la liste littéraire. Donc j'essaye en ce moment de raconter une histoire en écrivant des listes littéraires. C'est quoi des listes littéraires? Une liste comme une liste A, B, C, 1, 2, 3. C'est assez si simple que ça. Donc il y a une forme qui m'intéresse beaucoup et il y a aussi... je me rends compte que beaucoup de personnages que j'écris en ce moment ont une maladie ou sont blessés d'une manière. Donc je crois que le sujet de comment est-ce qu'une maladie est concipée, qu'est-ce que c'est, ça pourrait former un centre, mais je ne suis pas encore sûre. Et est-ce qu'il y a un lien avec, l'histoire germano-allemande? Très peu, mais un peu. Au centre se trouve une amitié entre un homme et une femme. Et ils viennent les deux de l'Est. Et c'est quelque chose qui les a mis ensemble dans un autre contexte. Mais ça ne forme pas un centre du roman jusque-là. D'accord. Donc, on verra bien ce que ça donne. Je vous remercie beaucoup d'être venu à Paris pour parler de ce vraiment très beau roman. Merci beaucoup Stéphanie de nous avoir parlé de la traduction. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette manifestation et voilà, si jamais vous avez envie de la revoir, vous pouvez le faire. Elle sera donc montrée sur YouTube. Merci beaucoup. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et j'espère vous voir bientôt dans cette belle salle en fait de la maison Heinrich Heine. On croise les doigts que les choses vont évoluer dans le bon sens. Merci. Merci aussi de mon côté. C'était quand même une première pour moi de parler en français dans mon travail. Et donc, merci beaucoup pour l'invitation à la maison Heinrich Heine de m'avoir donné la possibilité de venir. Merci Katia, merci Stéphanie. C'était une belle soirée pour moi. Aussi. Merci à toutes de ma part aussi.